Aujourd'hui, on ouvre une conversation que trop peu de gens osent aborder correctement. On va comment apprendre plutôt à vendre sans se perdre, comment développer la confiance au meilleur du meilleur. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement. Celui qui ne dépend pas du produit, mais vraiment de soi. Et surtout, pourquoi le marketing de réseau est une des meilleures écoles de vie pour apprendre ça. Mon invité cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement, la formation, la communication et, je crois, également le marketing de réseau. Il a observé des centaines d'entrepreneurs à se révéler, à se dépasser et parfois même à se saboter. Aujourd'hui, il va nous dire ce que personne ne dit franchement. Bienvenue, Stéphane Boutin. Bonjour Manon. Tu vas nous en dire des affaires aujourd'hui, hein? Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est limité, donc on va y aller de façon succincte, concis. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Stéphane, tu dis souvent une phrase forte qui ressemble à quelque chose comme on apprend à se vendre, mais pas à vendre un produit. Qu'est-ce que Exact. ça veut dire pour vrai? En fait, c'est l'affirmation de soi. La vente, c'est à la fois des techniques qu'on peut apprendre dans des formations, des écoles, peu importe, des séminaires, mais aussi c'est un art. Et l'aspect art de la vente, ça passe par le processus psychologique de l'affirmation de soi. Autant, je vais faire un parallèle, autant les gens timides peuvent être excellents dans l'improvisation, au théâtre, c'est la même chose au niveau de la vente, curieusement. Il suffit de déclencher en nous ce sentiment d'urgence à l'effet que si on veut avoir de l'argent dans nos poches, il faut s'affirmer. Tant que ce lien-là n'est pas fait dans notre tête, il sera difficile pour la personne, même si elle suit toutes les formations et les techniques de vente inimaginables, de développer l'aspect artistique de la vente. Parce que je le dis, la vente, c'est un art. Donc, il y a un volet artistique. Et ce volet création, le volet affirmation de soi, ça vient de nous. C'est un geyser, pour faire une analogie. C'est un geyser qui est en nous et qui n'attend qu'à exploser et nous faire connaître. Donc, faut pas avoir peur des croyances limitantes que nous entretenons au niveau de notre mindset et de nos pensées, mais il faut surtout les utiliser en notre faveur. C'est un peu ça aujourd'hui que je vais jaser avec l'exemple de marketing de réseau. OK. Selon toi, Stéphane, pourquoi qu'il y a autant de gens qui sont mal à l'aise à l'idée même de se vendre? Je pense qu'il y a un sentiment d'une fausse pudeur. Okay? C'est lié à notre relation à l'argent. Euh, si nous entretenons l'idée fausse que l'argent, c'est mauvais, on n'ira pas dans une voie d'enrichissement. Okay? Euh, on a souvent aussi cru à tort que vivre modestement pouvait signifier être pauvre. En fait, la pauvreté est un état d'esprit qui se concrétise matériellement après, et non le contraire. Et ça nous amène à penser que si matériellement on vit de façon modeste, on est condamné toute notre vie à être pauvre. La vente, c'est la voie qui nous permet de nous libérer de cet état d'esprit. Juste ce que je disais tantôt, c'est que l'affirmation de soi, c'est un processus qui est psychologique. Donc, ça commence dans la tête pour ensuite se concrétiser dans la matière, si on peut s'exprimer ici. Mhm. Ce qui fait que la pauvreté, ça existe si nous l'acceptons. De même, la richesse se manifeste dans notre vie si nous l'acceptons. Et là-dessus, il y a Mhm. une fausse pudeur qui règne au Québec, mais aussi dans d'autres endroits dans le monde, à l'effet que l'argent, c'est mauvais et ça nous amène nécessairement que des soucis. Bien sûr, l'argent peut nous générer des soucis. Je veux dire, ça, je peux le comprendre. Mais Mais même quand tu n'as pas d'argent, tu as des soucis, là. moi, je pense que tu as plus de soucis. Mais c'est d'autres soucis.
c'est surtout de la façon que tu génères de l'argent. Hein. Si tu génères de l'argent de façon illégale, tu vas avoir beaucoup de soucis, c'est clair. Mais si tu génères de l'argent de façon légale, exemple, être vendeur, être fier de ce que tu es et de vendre le meilleur produit, ben, je ne vois pas le souci que tu vas avoir à long terme, sinon que tu vas avoir de l'argent plein tes poches, puis tu vas pouvoir faire ce que tu veux dans la vie. Hein? Est-ce qu'il y a une question de confiance, d'identité ou de peur du jugement derrière ça? Absolument. Moi, j'ai remarqué que les gens qui réussissent en affaires, règle générale, aiment afficher leur standing de vie. Okay? Donc, il y a une question de confiance en soi là-dedans. Il y a une question de dire, moi, j'ai confiance en mes moyens, j'ai confiance dans ce que je crois, et j'ai confiance que si j'affiche mon standing de vie, je vais convaincre des gens qui peuvent aussi avoir le même standing de vie. Quand je parle de standing de vie, ben, par exemple, tu peux avoir un bateau, tu peux avoir, tu sais, l'exemple que tu donnais tantôt en préambule de l'émission, aller au Grand Théâtre de Québec, aller écouter l'Orchestre symphonique de Québec, il y a beaucoup de gens dans leur tête qui pensent que c'est pas accessible. Mais c'est une question de pauvreté, entre guillemets, de pauvreté dans le mindset. C'est pas une question de dire c'est inaccessible parce que j'écoute pas cette musique-là. C'est une question de dire, et si j'allais écouter en réel cette pièce-là de l'orchestre symphonique, et si j'y allais, et si je m'achetais des billets, et ainsi de suite. Donc, c'est une question de confiance et d'ouverture à des choses que peut-être ça nous fait peur, mais en même temps, on doit vaincre ces peurs-là. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, ce qui nous entretient dans le négatif, de l'utiliser, de le réutiliser, mais à notre avantage pour s'améliorer. Et toi, Stéphane, là, dans ton parcours, à quel moment tu as compris que c'était toi le produit? Ben, je te dirais à la blague, je n'ai pas encore tout à fait tout compris, là, mais non, c'est parce que c'est quand même, comment je peux dire ça? J'ai compris que ce que nous vendons, c'est nous d'abord. Ça, je l'ai compris. Que nous sommes le produit du meilleur de ce que nous vendons. Ça, je l'ai compris également. Mais il me reste aussi à éclairer des choses, notamment, est-ce que les gens à qui je m'adresse comprennent ce que je leur dis? Ça, c'est un gros problème aussi qui est lié à la communication, de la qualité de ce que nous vendons. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances limitantes et ça ferme les ouvertures à une compréhension honnête de ce que le vendeur te dit. Je vais donner un exemple pour me faire comprendre. Si tu as le meilleur programme de coaching de performance au Québec, ben, tu l'expliques aux gens. Donc, les gens vont penser performance égale je dois aller vite pour faire de quoi. Ça, c'est des croyances limitantes. Okay? Et ça les empêche d'acheter le programme pour dire ben, si je ne veux pas courir comme un fou, puis je veux rester dans ma zone de confort. Puis... En fait, c'est ça qu'il faut apprendre à se dépasser, de dire pourquoi je pense que c'est ça et pourquoi que lorsque le vendeur me dit que ce n'est pas ça, je ne veux pas le croire. Alors, il faut être capable, en tant que prospect, mais aussi en tant que vendeur, de trouver un point d'ancrage qui va nous permettre de communiquer l'essentiel. Le coaching de performance, c'est un type de coaching qui est peu exploité au Québec, mais qui est nécessaire, surtout actuellement, pour aider les travailleurs autonomes, les entreprises à améliorer leurs capacités. Et ça ne veut pas dire de se dépêcher et de courir comme un fou. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire, est-ce que tu comprends que si tu améliores ton temps, si tu améliores tes capacités à produire quelque chose, tu vas nécessairement générer plus de richesse intérieure, mais aussi extérieure. C'est ça que je veux dire. Parlant d'intérieur, tu parles de richesse intérieure, mais je pense qu'à l'intérieur de nous, il y a des espèces de messages, des signes qui sont là, qui sont présents, qui peuvent nous dire, nous transmettre le message que, hey, on ne sait pas encore se vendre. Genre une hésitation, je ne sais pas. Ben,
Il y a une différence entre l'art de bien communiquer et l'art de se vendre. Je vais m'expliquer. La vente ne se résume pas à bien communiquer. Comme je disais, la vente, c'est des techniques, mais c'est aussi un art. C'est-à-dire l'art d'être convaincu soi-même que qu'est-ce que nous disons est vrai. Je l'ai expérimenté, mon produit ou mon service, et ça fonctionne. Et j'ai expérimenté également ceux des concurrents. Moi, par exemple, quand je vends quelque chose, j'ai acheté aussi les produits, les services de mes concurrents. Je ne leur dis pas, mais j'ai fait leur essai. Donc, je peux comparer. Si je m'aperçois qu'il y a un concurrent qui dit ah ben ça, c'est ce qu'il fait, c'est meilleur que moi, je vais l'améliorer. Ce qui va faire qu'à un moment donné, en faisant le tour de tous mes concurrents, je vais avoir le meilleur produit, que ce soit dans l'entretien ménager, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la coiffure, que ce soit ailleurs. Tu vas t'améliorer en étudiant tes concurrents. Okay. Ça, c'est quelque chose qui fait que c'est différent de l'art de bien communiquer. Tu peux très, très, très bien communiquer ce que tu as à vendre. Ça ne veut pas dire que les gens vont l'acheter. Il y a une question de conviction. C'est un peu comme un politicien, il peut très, très bien s'exprimer, mais si la vaste majorité des gens autour de lui ou de elle ne le croient pas, ta communication est nulle et non avenue. Donc, c'est important d'être convaincant et d'être convaincu. Alors ça, c'est un alliage. Donc, les gens qui sont timides peuvent ne pas avoir développé l'art de bien communiquer, mais ils peuvent être tellement convaincus que lorsqu'ils vont faire un pitch de vente, ça va sortir, bang! Et le prospect va être comme un geyser arrosé, il va voir, ben, c'est sacrément, ce qu'il me dit, ou ce qu'elle me dit, ça a bien du sens, puis effectivement, je ne l'avais pas vu de même. La conviction peut pallier à des déficits de communication comme j'hésite quand je parle, je m'enfarge dans des mots. Mais ça, à quelque part, le prospect, jusqu'à un certain point, peut te le pardonner dans la mesure que le produit ou le service que tu veux lui vendre, il en a de besoin. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, Donc, quand les gens sont de bons communicateurs, quand ils savent se vendre, ben, il n'y a pas d'hésitation, ils ne sont pas en train de continuellement se justifier ou justement en train de trop parler, parce qu'on voit ça souvent, hein? Ça parle trop de leurs produits, ça parle trop de toutes sortes d'affaires. Ça manque de focus, j'ai envie de dire. Bien, c'est surtout, là, tu as touché le mot, le focus, de se focaliser sur ce qui est essentiel chez le prospect. Si toi, en tant que vendeur, ton souci, c'est juste de faire de l'argent, je regrette, tu n'es pas dans le bon métier. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire, Stéphane? Oui. Tout de suite, là, qu'on peut commencer dès maintenant, aujourd'hui, pour apprendre à vendre avec intégrité, mais aussi à bien communiquer tout ça. Là, attention les auditeurs, là. Si vous écoutez, là, que vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, même juste une personne, un travailleur ordinaire, là, j'ai envie de dire, c'est un travailleur qui échange son temps contre de l'argent, puis qui veut mieux communiquer, écoutez bien ceci, là. Stéphane va nous dire quelque chose de très puissant, je pense. L'art de bien communiquer, c'est d'abord et avant tout d'être convaincu que ce que nous avons, c'est le meilleur. Et la meilleure école pour ça, c'est le marketing de réseau. Okay? Le marketing de réseau ou la vente à multiniveau, c'est selon moi un excellent point de départ pour vaincre sa timidité, pour également apprendre à reconnaître un bon produit d'un moins bon produit, intégrer la valeur importante de l'argent comme outil et surtout l'école de l'effort, qui est une défaillance importante dans le monde de la vente. Beaucoup de gens trouvent des raccourcis pour vendre plus plutôt que de faire des efforts. Moi-même, j'ai pêché par ça dans le passé quand j'ai commencé, puis je ne m'en cache pas. Je veux dire, presque tout le monde le fait à un moment donné. Mais c'est important de comprendre que le marketing de réseau, ce n'est pas un système pyramidal, juste pour préciser, parce qu'il y a des gens, des fois, dans
dans leur tête qui disent ouais, mais le marketing de réseau, c'est comme une vente pyramidale, genre à la Ponzi. Non, non. Une vente pyramidale, c'est vertical. C'est le gars en haut, la fille en haut qui ramasse tout le pactole. Mm. Une vente multiniveau, ben, ça le dit, le marketing de réseau, c'est des réseaux à des niveaux différents. Fait que si la personne qui est à un niveau en bas de toi travaille plus fort que celui qui est en haut de toi, réussit à se construire un réseau d'affiliation plus grand que toi, ben, il va passer en haut de toi. Donc, c'est plus horizontal que vertical. Alors, quand on parle de marketing de réseau, ben, on parle, par exemple, de Amway, on parle de Quickstar, on parle Herbalife, on parle de Usana, on parle de Tupperware, sortez-la toute. Donc, ça, c'est des écoles reconnues, plus connues. Il y en a plein d'autres. Melaleuca, tout ça. Moi, personnellement, je suis un client de Melaleuca. Donc, le marketing de réseau, c'est construire sa business à partir de ses propres ressources. Donc, quand on part un marketing de réseau, tu n'en vas pas à la banque demander un prêt. C'est pas comme ça. C'est que tu as une trousse de départ, souvent, là, pour quelques centaines de dollars. Puis, à un moment donné, ben là, tu pars avec ça. Tu as des formations en ligne, tu participes à des symposiums, des congrès. Ils entretiennent chez toi la motivation. Puis, tu as allé aussi. C'est une école. L'avantage de commencer par le marketing de réseau, c'est que pour certaines personnes, dont ceux qui ont un problème de timidité, le step, comme on dit, excuse-moi l'anglais, la différence d'effort à faire entre devenir conseiller en vente dans une boutique et commencer par le marketing de réseau est moins haut. Parce que si, mettons, tu sors de l'école ou tout simplement tu es sans travail, puis là tu dis je m'en vais comme conseillère en vente dans telle boutique, puis tu as zéro puis une barre d'expérience dans la vente, moi je te dis tout de suite, tu vas trouver ça difficile. OK? Même si tu es très bonne à communiquer, c'est pas suffisant. Il faut que toi, tu fasses le travail à côté de connaître tes produits, voir ce que tes concurrents font. Le marketing de réseau te permet tout ça. Puis surtout, ce qui est le fun dans le marketing de réseau, c'est que tu n'es pas seul. Tu es encadré de d'autres personnes qui travaillent pour vendre le même produit, le même service. Mais d'abord, tu apprends à te vendre. Ça, c'est la meilleure école que tu ne peux pas avoir, comme on le disait tout à l'heure. Donc, toi, vraiment, avant qu'on se cherche une job en vente, de se lancer en business, en marketing de réseau, c'est la bonne porte. Pour certaines personnes. OK? Ah. Oui. Ce que je veux dire, c'est si mettons, dans ton parcours scolaire, tu étais la personne à l'école qui aimait vendre des barres de chocolat pour financer ta sortie, tout ça, puis tu étais tout le temps la personne qui en vendait le plus, tout ça. Peut-être que tu as trouvé une job dans la vente, tu vas trouver ça plus facile qu'un autre parce que tu communiques bien, puis tu as appris le lien avec l'effort de rencontrer du monde, de parler à du monde, tout ça. Mais les personnes qui sont plus accrochées à des croyances limitantes, je ne suis pas bon là-dedans, je ne suis pas capable de parler comme il faut, quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. En tout cas, toutes les croyances limitantes là, qui font qu'une personne a un mindset négatif, ben, peut-être que commencer à les vendre du Melaleuca ou du Tupperware ou du Amway ou peu importe, ben, moi, je te le conseille de commencer par ça. Parce que les pertes seront moins grandes. Si tu n'es pas bonne comme conseillère dans les ventes dans une boutique, tu perds ta job. Donc, tu perds ton revenu. Tandis que le marketing de réseau, c'est plus un revenu passif, un revenu d'appoint. Donc, tu peux te trouver une job dans quelque chose que tu te sens plus à l'aise, mais commencer tranquillement le marketing de réseau, les soirs, les fins de semaine, tout ça, puis tranquillement gagner de la confiance quand tu vas faire ta première vente, puis ta deuxième vente, puis ta troisième vente. Puis là, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que ben, faut lire. Là, on a tel produit est nouveau, il faut se renseigner. Les règles ont changé dans les achats en ligne, il faut les connaître. Tu apprends à connaître tout ça. Donc, tu peux gagner ta vie dans un travail, mais parallèlement à ça, tu te formes à la vente. Donc, c'est pour ça que pour les personnes qui ont des croyances limitantes, qualifiées d'intenses, ou ils ont des difficultés à s'exprimer parce qu'ils sont très timides, tout ça, l'école du marketing de réseau va faire en sorte que tu vas te développer, mais à ton rythme.
Donc, moi, je privilégie ça pour une classe de personnes, effectivement. Ouais. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure des préjugés qui entourent le marketing de réseau. Tu as parlé du fait que c'était pyramidal. Est-ce qu'il y a d'autres préjugés qui mériteraient qu'on corrige une bonne fois pour toutes? Ben, pas juste l'école du marketing de réseau, mais en général dans la vente. Mhm. Tu sais, on entend souvent que les vendeurs, c'est des pédaleurs. Ils disent des affaires pour te vendre quelque chose. Ouais. Ben, la réponse, c'est que s'il ne dit pas ce qu'il veut te vendre, comment tu veux savoir qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est pas un pédaleur, c'est que tu as un besoin. Donc, il t'explique que lui, il a le meilleur produit. Donc, d'arrêter d'entretenir ces préjugés-là. Deuxièmement, d'arrêter de penser qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui fait ça parce qu'il ne peut pas faire d'autre chose. Mais non. Le métier, le seul métier au monde où il n'y a pas de limite à tes revenus, c'est la vente. À Je commission, regrette, bien sûr. oui, mais je regrette, mais il y en a. Même le chirurgien qui va être embauché dans un hôpital et qui peut faire 4 millions par année, c'est 4 millions. Mm. Mais le vendeur peut vendre des titres à la bourse, ça, lui, il peut faire 1 milliard. Puis Sweet Fuck All pas fait les études du chirurgien, là. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que la vente te permet d'accéder à des niveaux de richesse que les autres à salaire ne peuvent pas atteindre. Puis quand je dis ça, c'est pas par mépris, c'est simplement d'expliquer que la vente, si tu t'impliques là-dedans, tu vas t'affirmer en conformité avec tes valeurs que tu entretiens. Je veux être bien dans la vie. Mais être bien dans la vie, ce n'est pas de se garrocher dans sa zone de confort. Être bien dans la vie, c'est de relever des défis pour s'améliorer. Ça, c'est une grosse chose qu'on ne comprend pas ici dans notre belle province. Ici, on pense que si tu ne bouges pas, tu restes dans ton coin, puis tu attends tes dépôts directs, c'est ça être le bonheur. Non, non, ça, c'est une voie vers la mort, vers les pilules. Si tu veux être actif dans la vie, si tu veux réaliser des choses, bouge-toi le CUL. Va vers les gens, vends des produits, vends-toi, vends ta crédibilité, vends ce que tu affirmes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Réponds-leur, traitement des objections, ça s'apprend, ça. C'est bien trop cher. Ben, ça dépend. Si tu veux avoir le meilleur des produits, es-tu prêt à mettre le prix? Tu sais, des exemples que je donne. Si tu fais toutes ces choses-là qui sont bonnes pour toi, tu vas t'apercevoir à un moment donné que la vente, il y a plein de préjugés qui sont faux là-dessus. Écoute, dans tous les métiers, il y a des gens qui comptent des menteries. C'est pas juste en vente qu'il y a des menteurs. Je veux dire, dans tous les métiers, il peut y en avoir. Puis dans tous les métiers aussi, il y a des gens qui sont intègres et honnêtes. C'est simplement de comprendre que la vente te permet d'avoir de l'argent, même quand tu n'es pas à salaire. Là. Tu peux devenir à ton propre compte, gagner tes commissions. Les meilleurs vendeurs n'ont pas de salaire. Les meilleurs vendeurs sur la planète n'ont pas de salaire. Ils vivent de leur commission, de leurs revenus passifs. Ils n'ont pas besoin de salaire. Ça enlève. Ce que je suis en train de dire, c'est je ne suis pas en train de dire qu'il faut abolir le salariat. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu dois être conséquent avec les choix que tu fais. Tu veux devenir riche, tu veux faire de l'argent, te payer ce que tu veux dans la vie, ben, à un moment donné, il faut que tu prennes le métier qui te le permet. Oui, mais à un moment donné, il y a seulement 168 heures dans une semaine, puis ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Tout à fait. Puis ça, c'est une question aussi de voir qu'est-ce qu'on fait de son temps. Si tu prends la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mangent, ils dorment, ils vaquent à leurs besoins, puis une partie, c'est le travail, ou non la retraite. Ça, c'est le métro boulot dodo qu'on appelle, traditionnel. Ça, c'est une croyance limitante. Ouch. C'est une croyance limitante. Le métro boulot dodo est une croyance limitante. Oui! Explique-nous ça, Stéphane. Là, je suis tombé en bas de ma chaise. Non, je vais vous expliquer ça. Le métro boulot dodo est une croyance limitante parce que c'est le même mindset qui amène la pauvreté. Si nous voulons devenir riches dans la vie,
il faut arrêter d'entretenir des idées qui sont ramenées constamment pour nous fixer dans des stades, dans des positions dans la société qui ne nous conviennent pas. Il faut arrêter ça. Peu de gens leur convient le métro boulot dodo. La vaste majorité des gens ont besoin de faire autre chose que tout le temps faire la même affaire. C'est pour ça d'ailleurs que les entreprises de nos jours font des pieds et des mains pour garder leurs employés avec toutes sortes d'activités sociales en rapport avec l'entreprise. Ça, c'est normal, c'est logique. Ce n'est pas juste une question de salaire, c'est la question aussi de garder la motivation de ton employé à rester chez toi. Ça, on pensait autrefois que c'était une question de salaire, mais il y a des gens, ce n'est pas une question de salaire, c'est quand je rentre le lundi matin, je veux être bien, j'ai hâte d'aller aider mon entreprise. Donc, quand tu es dans le métro, boulot, dodo, tout ce que tu veux faire, c'est d'arriver plus vite à ta retraite parce que tu n'aimes pas ta job. Il y a plein de monde de même. Il y a plein de monde de même. Ça doit-tu être plate de vivre de même? Puis là, quand il arrive à la retraite, il se rend compte que le gars qui vend, là, mon deuxième voisin, là, lui, lundi matin, il ne se lève pas pour aller travailler. Puis moi, je suis à la retraite, il faut que je retourne travailler. Il me manque un 20 000 par année pour être bien. J'ai 72 ans. Tellement vrai, Stéphane, ce que tu racontes là. Je me souviens, dans mes années où j'étais fonctionnaire au gouvernement du Québec, on avait ce qu'on appelait des calendriers juliennes qui nous étaient distribués à chaque année ou à chaque 2 ans, je ne sais plus. Et certaines catégories de personnes que tu parles faisaient un X à chaque jour sur le calendrier et ils conservaient les calendriers passés et ils savaient combien de jours il leur restait à faire, à travailler pour arriver à leur retraite. Moi, je trouvais ça terrible. Ben, j'ai congédié mon employeur aussi. C'est ce que font les prisonniers. Les prisonniers, ils font des marques sur le mur de cellule. Puis là, ils font God! Non, mais c'est un esprit pénitentiaire, ça. C'est un esprit pénitentiaire. C'est malsain. Tu es pris dans une cage dorée, dans ta prison dorée. Mais ça, c'est une croyance. C'est ça que je disais. C'est une croyance qui te limite dans tes capacités. Tu peux arriver et dire, on prend l'exemple de Revenu Québec, parce qu'on a besoin de gens pour travailler au gouvernement. Écoute, est-ce que j'ai besoin de la sécurité plus que la liberté? C'est la première question qu'il faut que tu te poses, ça. Puis j'ai le regret de dire que tous les êtres humains, sauf exception, c'est la liberté qu'ils ont besoin avant la sécurité. Et non le contraire. Ils ne savent pas parce qu'ils ont peur de demain. On l'a mis dans la tête des gens. Un jour, tu vas être vieux. Un jour, si tu ne mets pas de l'argent de côté, tu vas en manquer. C'est vrai qu'il faut épargner, ça, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas épargner. Mais si tu dois faire une vie par procuration pour être sûr d'avoir ton 300 000 de REER, puis de CELI, tout ça, puis après, tu te rends compte que tu vas vivre jusqu'à 90 ans, puis finalement, rendu à 77 ans, il va t'en manquer. Parce que là, ton conseiller, mettons, chez Desjardins ou à la Banque Royale, te dit, ben là, vous allez prévoir des vacances chaque année, tout ça, faire la belle vie. Il reste que toi, si tu vis à 80 ans, puis là, il te reste juste, mettons, 900 par mois pour vivre, tu ne peux plus faire de voyage. Puis là, hop, tu commences à tomber malade. Hop, tu as besoin de soins. Si dans ta tête, 50 ans avant, un demi-siècle avant, tu avais juste arrêté d'entretenir des préjugés sur la vente, tu avais juste commencé à faire, ben là, je vais vendre du Tupperware un peu. Je vais m'ouvrir, je vais travailler fort. Toute ta vie, la vente va rester avec toi. Si tu veux, si mettons, tu as peur de manquer d'argent, ben tu peux être conseillère en vente dans une boutique à 72 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu développes l'art de la vente et les techniques de vente tout au long de ta vie, tu ne peux pas être mal pris parce que tu vas toujours avoir besoin de quelqu'un qui va vouloir que tu l'aides à vendre quelque chose. Et toi-même, tu peux faire quelque chose et le vendre. Donc, tu vas toujours avoir de l'argent à un moment donné ou à un autre. Tandis que quand tu es pris dans le métro, boulot, dodo, tu acceptes qu'à 65 ans, tu arrêtes. Tu acceptes qu'à 70, 72 ans, tu vas avoir 70% de ton revenu. Pourquoi 70? Tu acceptes qu'à 85 ans,
ben là, tu vas manger moins. Donc, si tu manges moins, ben tu vas peut-être sauver sur l'épicerie. Tu travailles dans le négatif. Tu ne sais pas ce que demain va être fait. Donc, tout ce que je viens de dire là, c'est des belles grosses affirmations comptables. Deuxièmement, j'ai connu tellement de monde dans ma vie qui sont rendus à 70, 72, 75, sont ces antidépresseurs. Donc, ça lui coûte un bras chaque mois en pilule. Troisièmement, la vie est faite de surprises. Pourquoi tu ne trouves pas surprise de la vie plutôt que de te garder dans un état d'esprit qui t'empêche de devenir riche? Pourquoi tu dois dépendre des dépôts directs des gouvernements alors que tu peux construire ta richesse tout au long de ta vie juste en faisant des efforts pour vendre, te vendre? On en a déjà parlé dans la dernière chronique. Les gens qui recherchent de l'emploi, same thing, c'est la même chose. Tu dois t'affirmer et te vendre si tu veux décrocher un emploi. C'est pas tu rentres dans le bureau de la ressource humaine, quand je viens porter mon CV, bye. C'est sûr, si tu fais ça, elle va lire ton CV, puis peut-être qu'elle va t'appeler, peut-être pas. Mais si tu trouves le moyen de passer dans la grande porte, puis de laisser une bonne impression aux gens, puis dire, lui ou elle, je la prendrais, ben, tu viens de te vendre. L'école du marketing de réseau te permet d'apprendre tout ça. Et j'invite les gens qui écoutent actuellement Vente fraîcheur, une partie des gens qui écoutent Vente fraîcheur, d'arrêter d'entretenir ces croyances-là négatives à l'égard des ventes. Pensez que tout ce que vous avez ou presque dans votre résidence, là, sauf exception, c'est des gens qui t'ont vendu quelque chose. C'est des gens qui t'ont convaincu que telle armoire ou tel plancher de cuisine ou telle chose, c'était le meilleur produit que tu pouvais avoir, etc. Si ces gens-là ne sont pas là, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu n'auras rien. Donc, on a besoin des vendeurs. Les vendeurs permettent aux entreprises de faire de l'argent. Ça te permet à toi aussi que toute ta vie, tu n'as pas à attendre que quelqu'un t'envoie un dépôt direct dans ton compte de banque. Tu peux te lever le matin, tu peux aller travailler en te vendant, en vendant le meilleur produit, le meilleur service. J'ai connu quelqu'un à Québec qui faisait des savons. Elle faisait ses savons, la madame. Elle vendait ses savons. Elle les faisait. Puis elle les faisait, puis elle les mettait en ligne, puis elle les vendait. Puis quand c'était pas assez, ben, elle allait voir des commerçants, puis elle disait, je peux-tu en laisser en échantillon pour que vous puissiez les vendre pour moi? On partage tant. Puis la madame, elle s'est débrouillée. La madame a gagné une partie de ses revenus comme ça. Puis elle était à retraite. Elle a toujours vu la vie comme étant un tremplin pour devenir meilleur. C'est peut-être la meilleure personne qui pourrait t'expliquer c'est quoi un savon. Puis en même temps, c'est la meilleure personne qui peut te dire que son savon est le meilleur. Mais tout le monde a besoin de se laver. Donc, elle a répondu à un besoin, un savon artisanal. Cette madame-là, elle s'est dit, moi, pas parce que je suis rendu à 70 ans qu'il faut que j'arrête de mes revenus-là. Je veux continuer à faire de l'argent. Elle a aidé des gens. Elle s'est aidée elle-même. La vente, c'est tout ça, là. Stéphane, je trouve tellement que tu apportes une belle solution. J'ai vu, moi, récemment, dans l'actualité, je n'ai pas le pourcentage exact, je n'ai pas trouvé, j'essayais de le trouver en même temps que je t'écoutais. Il y a un énorme pourcentage de jeunes qui sont stressés envers leurs finances personnelles, envers leur avenir. Et là, avec ce que tu nous expliques ce matin, j'ai l'impression que c'est une belle solution clé en main. C'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai déjà été jeune. Mais à une autre époque, j'ai 55 ans. Donc, moi, mon adolescence, ça s'est fait dans les années 80. Les années 80, je vais être franc avec toi, là, puis peut-être c'est ton cas aussi. On ne pensait pas à nos paiements de char. On ne pensait pas à ces affaires-là. Moi quand j'ai. Les années 80, on travaillait, on allait à l'école, on avait hâte de voir nos chums la fin de semaine, sortir avec nos blondes, tout ça. Bon, on avait hâte de tout ça, là. Et l'argent, elle venait par le travail qu'on faisait. Donc, on ne se souciait pas. Moi, quand j'avais 15 ans, là, je ne me souciais pas si j'étais pour manquer d'argent à 60 ans. Pour être franc, je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours vécu comme je suis en vie, j'aime la vie, puis oui, je veux faire de l'argent, puis j'aime travailler. Fait que c'est parfait.
puis on fait de la vente, puis on fonde une business, puis on crée des affaires. Ce dynamisme-là, pour les jeunes, peut-être qu'il y en a beaucoup qui devraient bon, faire attention à ce que je dis là. Il y a beaucoup de jeunes qui devraient peut-être moins tapoter sur le petit bidule, là, puis aller respirer de la bonne air dehors, puis d'arrêter de stresser avec l'avenir. Chaque jour suffit sa peine et demain est un autre jour et tu ne sais pas si demain matin tu vas te lever. Donc, profite d'aujourd'hui. Garde-toi à l'esprit qu'aujourd'hui, je veux faire de l'argent parce que j'ai besoin d'argent et je vais commencer dès maintenant, si j'ai 15, 16, 17 ans, ben peut-être m'instruire au niveau de la vente tranquillement. Peut-être commencer à vendre des petits produits, des petits cossins. Tu sais, moi, je parlais tantôt des barres de chocolat. Les barres de chocolat, c'est une bonne façon pour un jeune d'apprendre à vendre parce que tu t'en vas vendre pour financer ton activité, ta sortie. Bon, il y a la solution, je mets la boîte de chocolat dans le commerce puis je m'en vais, mais je veux dire, il y a d'autres façons aussi que je vais cogner à des portes. Quant à avoir un petit bidule qui mange mon temps, les cellulaires, ben, je vais envoyer des messages pour dire j'ai des chocolats à vendre. Je vais aller achaler ma tante que ça fait longtemps que je n'ai pas vu pour dire j'ai des chocolats à vendre, peux-tu m'encourager? Ça commence de même. Puis à un moment donné, la technologie est facilitante dans ce cas-là. Oui. Moi, je me souviens, Stéphane, tu as parlé de tes années 80, là, mais moi, tu me fais réaliser ce matin, là, sapristi que ma mère a été bonne avec moi. Je suis en gratitude. Là. Je dois lui redonner tout ça, puis elle s'en rend probablement même pas compte. Parce que même dans ces années-là, ça existait le marketing de réseau. Oui. Ma mère faisait du Familex, du Avon, en tout cas, elle en avait 5 sortes. Là. Du Chacly, je me souviens pas de tous les noms. Et qu'est-ce que vous croyez que je faisais? J'allais à l'école, oui, j'étais nourrie, logée chez mes parents, c'est clair. Mais après ça, je prenais ma bicyclette et j'allais faire des livraisons où ma mère me disait, ben, hey, pars avec ce catalogue-là, va voir une telle, une telle, une telle, une telle. Fait que d'un fois, mes samedis, là, il se passait de même. Ma mère ne me voyait pas de la journée. Puis à un moment donné, elle pouvait me dire, eh bien, voyons donc, tu étais passé où? Ben, je suis allée faire ce que tu m'as dit, maman. Mais je rencontrais les gens, mais il y a des fois que ça s'étirait un peu aussi, que je parlais beaucoup avec ces gens-là. Je tissais des liens. C'est comme ça peut-être aussi que j'ai emmené mon amour tout avec les relations humaines. Absolument. C'est tellement important ce que tu dis là, les ça relations fonctionne. humaines. Oui. Juste un point au niveau des relations humaines. Moi, OK, les gens le savent. Moi, je travaille avec les ordinateurs. Je n'ai pas de cellulaire. Je l'avais déjà dit dans d'autres chroniques précédentes. Je n'ai pas de cellulaire. En fait, pour moi, c'est une dépense. Puis je peux gagner mon argent autre que en passant par le cellulaire et tout le monde peut me rejoindre. La preuve, je vous parle. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes jeune aussi, là, si vous commencez à accumuler des mensualités, ça aussi, c'est un élément stressant au plan financier. Là. OK? Je parlais tantôt du prêt automobile, mais il y a d'autres mensualités qui peuvent s'ajouter pour les adolescents. Puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que leur petit travail ne suffit pas à payer toutes les mensualités. Puis à un moment donné, ils n'ont plus d'argent à mettre de côté pour leur compte d'épargne. La vente te permet de te libérer aussi de ça. Ce que je veux dire, c'est que les relations humaines que tu as à développer avec d'autres personnes pour vendre un produit, tout ça, ben, tu peux développer des amitiés. Et quand tu développes des amitiés et tu fais des activités en commun avec d'autres groupes, tu ne penses pas à aller te chercher un abonnement sur Internet dans quelque chose que, au fond, c'est juste te garder chez vous, puis jouer là-dessus ou checker ça. Il y a beaucoup de gens qui font des jeux sur Internet, là. Je me dis, pense à tout le temps que tu mets là-dedans, que tu ne fais pas d'argent, mais tu fais faire de l'argent à celui qui veut que tu restes chez vous à rien foutre. Pense à ça. Moi, si je faisais ça avec vous, là, vous me traiteriez de personne méchante, profiteur. Mais la plupart des gens collaborent à ça. Ils font des jeux, puis ils font des jeux, puis là, ils s'abonnent à ça. Puis là, à un moment donné, ils disent, ben là, ça coûte tant par mois, 5 pièces par mois, je m'abonne. Puis là, ils se ramassent avec un paquet de mensualité. En plus du char de faire là, puis là, ils stressent. Puis là, ils se disent, apprends à vivre modestement, et ça va t'aider à devenir riche dans la vie. Ne te crée pas des besoins inutiles.
Quand tu fais de la vente, tu développes des relations, tu développes des activités de groupe avec d'autres cercles d'amis qui vont te permettre d'accéder à des choses que des fois, tu n'as pas besoin d'acheter, juste de partager et d'échanger. La vente te permet à la fois de ne pas avoir de limite à tes revenus selon l'effort que tu mets dans ton travail, mais également, ça te permet d'élargir tes connaissances et le champ d'activité humain. Tu as plein de relations, plein de réseaux. OK? Et Stéphane, moi, je vais profiter de cette occasion-là parce que tu touches vraiment quelque chose de fondamental. Il y a peu de gens qui osent développer cette façon de faire-là, parce que c'est une façon de développer sa crédibilité en même temps, de se positionner. Tu as également fait un clin d'œil à tout ce qui est le volet numérique. Et prochainement, tu offres un atelier spécial qui s'intitule Comprendre les collectivités numériques pour s'entreprendre, samedi le 13 décembre prochain, de midi à 15 heures, en visioconférence et en présentiel dans les groupes. Donc, en visioconférence, dans tes groupes, ça se passe et en présentiel à la Guadeloupe. C'est bien ça? Exactement. Et c'est Alors, gratuit. toutes les activités dans le cadre des groupes, ça se passe que je parraine, juste les répéter, ça se passe à Montréal, ça se passe à Québec, ça se passe à la Guadeloupe-Beauce, ça se passe à Sherbrooke-Estrie, ça se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tous ces groupes-là que je parraine, toutes les activités sont totalement gratuites. OK? Ça inclut la présentation des animateurs, l'accès à de l'information, c'est gratuit. En présentiel, quand on va manger au restaurant après, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Ça, en 2025, là, bientôt 2026, dans le privé, ça n'existe pas, presque pas. Là. Et moi, je suis un des seuls qui le fait au Québec. Alors, la vente te permet d'avoir ça, puis de le faire. Tu sais, les gens, des fois, ils se disent, Stéphane, comment il fait pour avoir. Mais moi, je fais. J'entends pas chez nous à jouer des jeux dominos sur Internet. Moi, je fais de l'argent. Pendant que je vous parle, je fais de l'argent. Donc, toi, tu as compris comment fonctionnaient les collectivités numériques pour t'entreprendre puis faire du cash. ben, je vais vous partager ça samedi le 13 décembre à la Guadeloupe. Il suffit de vous inscrire, juste donner l'adresse, vente, VENTES, à commercial Stéphane-boutin.com. Pour ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en Beauce, mais à Saint-Malachie ou ailleurs, ou qui sont à Montréal, vous allez pouvoir aller sur ma chaîne YouTube, stéphaneboutin.com, et vous allez pouvoir visualiser gratuitement l'atelier. C'est gratuit. Puis, il va y avoir un cahier du participant que je vais mettre en ligne en format PDF. Donc, les gens pourront le télécharger et suivre l'atelier. Alors, Donc, c'est si le vous 13. nous écoutez en ce moment, que vous sentez que vous devez monter une marche de plus, apprendre à utiliser vos réseaux sociaux, apprendre comment se bâtissent vraiment toutes ces communautés numériques-là, bien, c'est une occasion en or que je vous dirais d'y assister en présentiel à la Guadeloupe ou en virtuel de partout. N'oubliez pas, vous devez vous inscrire, vente au pluriel, @stéphane-boutin.com. Voilà. Stéphane, souvent tu nous dis de faire plus avec moins. Est-ce qu'on peut en parler rapidement de ça Bien sûr. avant de se quitter? Oui. Faire plus avec moins, c'est d'abord une question d'humilité, de modestie. Je vais m'expliquer. Plutôt que de chercher constamment à acheter des choses, donc dépenser l'argent que tu flambes le fruit de ton travail, essaie de voir dans tout ce que tu as comment tu peux réorganiser tes ressources, comment tu peux faire mieux avec quelque chose que tu as réparé, avec quelque chose que tu as relu, par exemple, dans un livre, et dire ah, ça, je ne l'avais pas compris, je vais le mettre en action. Au niveau de la vente, c'est la même chose. Ce n'est pas nécessaire d'aller vous habiller dans une mercerie à 3 000 le complet cravate. Là. La vente, c'est une question de je porte le linge que j'ai, je m'adapte à ma clientèle et ce qui est important, c'est ce qui sort de ma bouche. C'est ça qu'il faut que je développe. Ça, c'est gratuit. Donc, faire plus avec moins, ça veut dire soit humble, soit modeste, mais en même temps convaincu de ce que tu fais et démontre par l'exemple que qu'est-ce que tu as comme produit, qu'est-ce que tu as comme service, c'est le meilleur que tu peux avoir. Tellement, c'est clair, net et précis. Il y a des gens qui me demandent sur les réseaux sociaux de mettre l'adresse. Je vais vous mettre ça dans quelques secondes, ma belle gang.
rester en ligne. Même si je suis partie à la pause, je vais vous mettre ça. Inquiétez-vous pas, je vous reviens avec l'adresse. C'est vente au pluriel @stéphane-boutin.com. Stéphane, j'ai vraiment le goût de te laisser la conclusion, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Bon, peut-être vous dire un récapitulatif de qu'est-ce qu'on a jasé. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit depuis plus d'une demi-heure. 3 conseils que je vais vous prodiguer par rapport au thème d'aujourd'hui, l'école du marketing de réseau. Avant de trouver une job comme conseiller aux ventes, lancez-vous dans le business du marketing de réseau. Surtout si vous êtes une personne gênée, facilement intimidée par les personnes qui vous entourent. Dégênez-vous, trouvez-vous quelque chose dans le marketing de réseau et apprenez, ça va vous aider. Deuxièmement, on vient d'en parler, apprenez à faire beaucoup avec peu. Puis troisièmement, vous allez développer la puissance du transfert de crédibilité. On parlait tantôt des réseaux, des relations humaines, des groupes d'amis. Le marketing de réseau vous permet d'accéder à des nouveaux groupes de personnes qui vont vous aider à transférer de la crédibilité. Si au départ, vous n'en avez pas, les autres vont vous aider à vendre. Donc, ces 3 choses-là, ces 3 conseils que je prodigue là, sont importants si vous voulez avoir du succès dans le marketing de réseau et, par extension, dans la vente en général. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Merci infiniment, Stéphane, pour ta clarté, ton intégrité, puis cette vision-là que tu as qui est tellement humaine de la vente et du marketing de réseau. Merci tout simplement. Merci de m'avoir passé à l'antenne. Et à tous ceux qui écoutaient, c'est pas le produit que vous vendez, n'oubliez pas, c'est la version que vous osez mettre en place. Alors, prenez-la à votre place, sapristi, et inscrivez-vous donc aussi à l'atelier de Stéphane. Je vais être là, si ça vous tente de me voir le binette, moi et tout. On pourra échanger ensemble nos points de vue différents. Salutations, Stéphane, merci. Salut!